Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler maintenant du positionnement comme advisor à haute valeur ajoutée. Alors, pourquoi, pourquoi se positionner est important? Parce qu'en fait, ça va déterminer directement justement le type de client, le type de prestation, le prix que l'on va pouvoir appliquer et tout ça, ça va impacter directement sur nos recettes, sur notre bénéfice et sur justement l'évolution, la carrière qu'on va pouvoir faire en fonction de ce positionnement. Alors, il ne s'agit pas d'être arrogant, mais il s'agit aussi de se donner de la valeur. Parce que si on ne se donne pas de la valeur, forcément, on ne peut pas attendre que l'autre nous le donne. Et donc, on ne va pas vendre quelque chose qu'on n'arrive pas à acheter. Donc, c'est super important, en fait, que d'abord, vous soyez convaincu de votre service, de votre valeur, de la solution que vous apportez. Et à partir de ça, il faut bien comprendre que, oui, on a de la concurrence. On a de la concurrence. Il y aura des gens qui seront moins chers, il y aura des gens qui seront plus performants, il y aura des gens peut-être qui auront des solutions plus élargies, plus étendues que la nôtre. Mais peu importe, il faut qu'on soit clair entre nous. C'est important que vous saviez exactement ce que vous avez apporté et dans quelles conditions vous pouvez apporter ça, hein, les solutions que vous avez. Et puis moi, j'aime bien dire quelque chose, c'est que vous trouverez toujours quelqu'un qui est moins cher que vous. C'est inévitable. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle me parle beaucoup. Vous voyez ici le client qui a des attentes, hein, il veut un tatouage, il veut le Pegasus comme tatouage, et on voit bien que le prestataire de service n'est pas à la hauteur. Et à mon avis, ce tatoueur, à mon avis, n'a pas dû faire long feu. Au minimum, à mon avis, il est mort, hein, après avoir fait ça, vu le monstre qu'il est en train de tatouer. Donc, je dis toujours, il y aura toujours des gens qui feront moins cher. Donc, en fait, quand on se positionne, il ne s'agit pas en fait de se positionner en disant, justement, en voulant être compétitif en relation au prix. Alors, bien sûr, il existe des limites sur le marché, il existe des prix moyens, il existe des prix, il y a déjà un peu un marché établi, hein. Et donc, voilà, on ne peut pas exagérer, mais on ne va pas forcément toujours gagner parce qu'on est le moins cher. Et c'est là où je veux vous inviter justement à réfléchir sur, indépendamment du prix que j'ai, qu'est-ce que je peux apporter comme valeur qui va donner envie à mon client d'être prêt peut-être même à payer plus cher, mais à me choisir moi. Alors, pour ça, il faut comprendre qu'on a 3 grands leviers qu'on va pouvoir utiliser pour ça. Le premier levier de tout prestataire de service, c'est la vocation du service. Alors, qu'est-ce que c'est la vocation du service? C'est 3 choses. Tout d'abord, c'est la capacité de l'abnégation. L'abnégation, c'est la capacité de s'oublier à soi-même pour se livrer à notre client. Une fois qu'on passe la porte du client, qu'on rentre chez notre client, on est là pour lui. Alors, ça peut être virtuel, hein, à partir du moment où on se connecte avec notre client, on est là pour lui. Donc, si, quand je suis avec mon client, je pense à mes problèmes, je suis au minimum déshonnête. Si j'ai vendu 1 heure de mon temps, cette heure ne m'appartient plus, elle appartient à mon client. Et donc, je suis là pour l'aider lui. Je ne suis pas là pour penser à mes problèmes. J'aurai un autre moment pour penser à mes problèmes. Donc, je suis là pour lui. Et donc ça, c'est pas facile pour tout le monde, effectivement, de tourner la clé et de faire ce switch, hein, de plus penser à ses problèmes et d'être là 100%, hein, de s'oublier à soi-même pour être là 100% connecté avec son client. Le deuxième point de la vocation du service, c'est de se réaliser personnellement, de vibrer à partir des résultats de notre client. Je me satisfais à partir des résultats de mon client. Je vibre avec ça. C'est ça qui me motive, c'est de voir mon client évoluer, c'est de voir que ce que je fais, ça marche. Et ça, c'est pareil, je suis pas là, l'argent que je vais gagner, le bénéfice que je vais faire à partir de cette prestation de service, en fait, est une conséquence du résultat que j'aurai généré pour mon client.
Donc bien sûr, c'est important de gagner de l'argent, c'est important de faire du bénéfice, tout ça c'est important. Mais la personne qui a une vraie vocation pour le service, elle est d'abord préoccupée par le résultat qu'elle va générer à son client, avant d'être préoccupée par son résultat à elle. Et puis le troisième point, eh ben, c'est de faire tout cela pour une finalité, pour une cause, pour vivre des valeurs, pour vivre quelque chose qui peut-être est plus grand que nous. Et cette finalité, elle est très particulière, elle est particulière à chacun, elle est intime. Vous n'êtes pas obligé de la divulguer. Mais c'est justement la raison pour laquelle vous faites les choses. C'est le pourquoi, le fameux pourquoi on se, on se lève le matin anxieux pour commencer à travailler. Ça, c'est notre finalité. C'est vraiment ce qui nous motive. Et en fait, la finalité, c'est en fait le service, quand on le fait pour une finalité, on serait même prêt en fait à le faire gratuitement. On va pas le faire gratuitement parce qu'on en vit, hein, et puis on a besoin de gagner de l'argent pour réinvestir et puis pour se maintenir et tout ça. Mais on le ferait pratiquement gratuitement parce que c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Voilà. Donc la vocation du service, la capacité de s'oublier à soi-même, de se réaliser à partir du résultat de mon client, et puis de faire ça pour une finalité de vie, pour faire ça pour une cause qui me fait vibrer dans ma vie et qui me motive. Donc ça, c'est le premier levier d'un advisor à haute valeur ajoutée. Le deuxième levier, eh ben, c'est la prédictibilité. La prédictibilité, c'est quoi? Eh ben, c'est justement de pouvoir planifier, de pouvoir anticiper les choses. Et donc ça, ben, il faut que, effectivement, j'ai un prix. Il faut que ce prix soit basé. Alors, ce prix, il faut qu'il soit compétitif, bien sûr, ou pas. Je peux être plus cher. Moi, personnellement, dans mon entreprise de conseil, plusieurs fois, j'ai gagné des appels d'offres en étant le plus cher. Mais il faut avoir un prix. Et ce prix, il faut qu'il soit logique, il faut qu'il ait une rationalité derrière, et donc il faut qu'on ait une viabilité économique. Cette viabilité économique, on va y reparler justement à la fin de cette masterclass. Hein, je vais vous montrer comment faire. Mais cette viabilité, effectivement, il faut qu'elle prenne en compte plusieurs aspects, dont toute la gestion de mon entreprise, les coûts qui sont impliqués dans le projet, et puis il faut que je me rémunère et que j'ai un bénéfice au-delà de tout ça. Donc il faut qu'il y ait une viabilité. Et cette viabilité, il faut qu'elle soit viable pour moi, il faut que ce soit viable pour le client. Donc je peux mettre le prix que je veux, je peux avoir la viabilité que je veux, mais si mon client, pour lui, c'est pas viable, eh ben, ça va pas marcher. Et donc, c'est là où, en fait, justement, eh ben, il faut qu'on regarde, en fait, quelle est la vraie nécessité de mon client et combien il est prêt à payer pour ça. Est-ce qu'il va avoir un retour sur investissement à partir de ce que je vais lui faire payer, de ce que je vais lui offrir. Et puis après, eh ben, il y a les investissements que je vais faire pour justement développer mon activité, pour pouvoir apporter une valeur ajoutée à mes clients à partir de la technologie, à partir peut-être d'outillage, voilà, de méthodologie. J'ai besoin de me former aussi constamment, peut-être à des nouvelles tendances. Et donc, ben ça implique des investissements. Donc ça, c'est le deuxième levier. Troisième levier, c'est le positionnement. Et donc là, on va parler de marché. Et donc là, le premier truc à voir, c'est, eh ben, j'ai besoin d'avoir une proposition qui soit claire. Et alors ça, c'est pas facile parce que justement, quand on commence, parfois, on a un peu tendance à vouloir tout faire. Ce qui apparaît. Voilà, il y a une opportunité de gagner de l'argent, ben je prends. Et c'est là où en fait, c'est pas facile parce que ben, le problème, c'est que quand on fait tout, ben, les gens ils savent plus ce qu'on fait parce qu'on fait trop de choses. Et donc de savoir se positionner clairement sur un thème, sur un sujet, sur une spécialité, ça c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Et ça, ça passe d'abord par une recherche, une compréhension de soi-même. Et à partir de cette compréhension de soi-même, de cette autoconnaissance, eh ben, je vais pouvoir déterminer vraiment quel est mon talent, quelle est ma spécialité, et vraiment me positionner sur le marché comme un spécialiste.
On n'embauche plus des gens qui savent tout faire. On veut aujourd'hui des spécialistes. Et c'est pour ça qu'on va être prêt à payer et peut-être même à payer cher, c'est parce qu'on veut un spécialiste qui nous résout notre douleur, qui nous résout notre problème. Après, un deuxième point sur le positionnement, c'est la marque. Il faut que vous ayez votre marque. Alors, la marque, ça peut être tout simplement votre nom, hein. Quand on est consultant, qu'on travaille à son compte, eh ben, son nom le nom qu'on porte est très important et souvent, eh ben, les gens nous embauchent nous. Peu importe le logo type qu'on a et les gens nous veulent nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en nous et parce ils nous reconnaissent comme quelqu'un de valeur et un professionnel de valeur. Et donc cette marque, ça peut être vous-même, mais si vous aspirez à beaucoup plus grand, à développer une équipe, peut-être une société qui va s'élargir, qui va grandir et tout ça. Et donc, il faudra créer une marque. Et donc, cette marque aussi est essentielle pour que justement, les gens, quand ils voient cette marque, s'identifient avec votre culture, vos valeurs, votre produit. Et donc, à partir de ça, reconnaissent vraiment la valeur de ce que vous faites. Par exemple, aujourd'hui, si vous voyez une pomme sur un appareil, voilà, Apple, hein, vous savez très bien ce que ça veut dire, on le repère tout de suite. On n'a pas besoin d'écrire Apple en dessous, on n'a pas besoin d'expliquer grand-chose, voilà, ils ont déjà réussi à créer une marque, hein, qui aujourd'hui est reconnue au niveau global. Et puis, enfin, il faut que vous ayez une structure. Alors, quand on parle de structure, on ne parle pas forcément de bureau. Vous pouvez avoir des bureaux, vous pouvez avoir une structure physique avec de l'espace, voilà, tout ça. Mais aussi d'avoir une structure, c'est aussi d'avoir une structure de gestion, d'avoir une structure technologique. Donc, c'est par exemple d'avoir un site internet, d'avoir une plateforme peut-être de marketing digital, d'avoir un CRM pour gérer vos clients, d'avoir peut-être justement des outils qui vous permettent de vous communiquer, comme par exemple Zoom, ou je sais pas, n'importe quel outil comme Teams, par exemple, pour collaborer avec vos collaborateurs. Et donc, il nous faut une structure, qu'elle soit tangible ou intangible, on a besoin d'une structure. Donc ça, c'est le troisième levier d'un advisor à haute valeur ajoutée. Donc, on a la vocation du service, qui va vous faire être reconnu comme un excellent professionnel. On a la prédictibilité, donc il me faut une logique dans justement la partie financière. Donc, je ne donne pas le prix à la tête du client. J'ai une logique derrière tout ça. Et donc, ça me permet justement de me positionner mieux en tant que... Parce que je sais où l'argent va, je sais quelles sont les marges et tout ça. Et puis, en dernier, il y a le positionnement sur le marché avec une proposition, une marque, une structure qui me permet justement aussi d'avoir une crédibilité en relation à qui je suis, à ce que je fais sur le marché. Donc, voilà pour les trois leviers donc d'un advisor à valeur ajoutée. Et alors, je voudrais continuer en disant que quand on parle de service et quand on parle justement de connaissances, et quelque part, ben, si vous êtes advisor, vous êtes consultant, vous êtes coach, vous avez une connaissance à apporter. Et souvent, justement, eh ben, pour nous, il y a plein de choses qui sont devenues simples. Parce que ben, on navigue dedans, on est tous les jours en train de parler de ça, et donc il y a des choses qui nous paraissent simples. Mais pour les autres qui ne connaissent rien, ça l'est pas forcément. Et donc ça, c'est important de vous valoriser indépendamment depuis combien de temps vous vous êtes lancé. Vous pouvez vous lancer aujourd'hui et donc vraiment commencer à votre compte et commencer à travailler à votre compte et tout ça, lancer votre entreprise, votre activité. Mais ça ne veut pas dire en fait que vous commencez de zéro, en fait. Vous commencez de zéro au niveau d'un nouveau business, mais pas en fait au niveau de votre carrière, au niveau de votre connaissance. Et donc ça, c'est important de valoriser justement toute la trajectoire, tout ce que vous avez accumulé comme connaissance jusqu'à présent, et qui vous permet aujourd'hui justement d'être prestataire de service. Donc, je vous invite à penser à la chose suivante.
Seulement 1%. On parle de 1% de ce que vous savez, ce que vous dominez, peut représenter beaucoup pour ceux qui ne savent rien et qui ont besoin de votre éclairage. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que justement, parfois, quelque chose qui est simple pour nous, eh ben, le sera pas du tout pour quelqu'un d'autre, qui n'a jamais vu ça ou qui sait pas faire. Et donc, c'est là où, en fait, il est essentiel de bien se positionner là-dessus. Parce que, justement, oui, quand on a travaillé 20 ans, sur un domaine, il y a plein de choses qui nous paraissent simples. Mais il y aura toujours des gens qui vont rentrer sur le marché et qui vont apprendre, justement, à faire ces choses-là et qui commencent vraiment de zéro. Et donc, eux, qui sont en train d'apprendre, qui commencent vraiment de zéro, eux, pour eux, 1% de ce que vous savez, 1% de votre expérience, ça va déjà être énorme pour eux. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire ici? C'est qu'en fait, vous pouvez avoir une Ferrari qui roule à 300 à l'heure. Mais parfois, la personne qui est devant vous, en fait, elle a besoin d'une petite 2 chevaux pour acheter le pain le matin. Elle n'a pas besoin d'une Ferrari qui roule à 300 à l'heure. Et parfois, justement, nous, on a envie de vendre la Ferrari, on a envie de rouler à 300 à l'heure, et puis voilà, on est tellement habitué, on est pilote et tout ça, de voiture et tout ça, donc voilà, ça nous plaît, on est passionné par ça. Mais la personne qui est devant nous, elle veut juste acheter son pain le matin. Elle a besoin d'une petite voiture qui soit économique, qui soit simple. Et puis, il va jamais passer les 50 km/h. Alors, pour lui, la petite 2 chevaux, ça va bien. Et c'est là où, en fait, justement, il faut bien comprendre, qui est devant nous, quels sont les besoins, et justement, comment je me positionne en relation à ces besoins et à mon public, à mes clients. Et alors, justement, en parlant de clients, je veux vous inviter maintenant à justement réfléchir un peu sur ces types de clients et puis à penser justement que chaque client, en fait, a son besoin. Et chaque besoin aura ses arguments. Donc, quand on parle ici, par exemple, du coaching ou de l'accompagnement, et essentiellement sur le thème de la confiance. Je vais prendre d'abord, par exemple, on va parler d'abord, par exemple, des particuliers. Ou on peut aussi prendre le cas d'un entrepreneur ou encore d'un chef d'entreprise, par exemple, quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, ou encore même peut-être d'un PDG, d'un patron d'entreprise. Quels sont les besoins de chacune de ces personnes-là? Et quels seraient peut-être les arguments que l'on pourrait utiliser justement pour justement gagner leur attention? Parce que rappelez-vous, ce que les gens achètent, c'est pas votre service, c'est pas votre produit. Ce que les gens ils achètent, c'est la résolution d'un problème, c'est la solution, c'est éliminer une douleur, c'est résoudre un problème. C'est ça que les gens achètent. Ils n'achètent pas votre service, ils n'achètent pas votre produit. Et c'est là où en fait il faut vraiment comprendre quelle est la douleur de mon client et quels sont les arguments que je vais pouvoir utiliser pour qu'il d'abord me prête attention et puis après qu'il achète mes services. Et alors pour ça, justement, on va regarder pas à pas. Donc pour les particuliers, qu'est-ce qui peut intéresser un particulier? Le particulier, lui, peut-être, ce qu'il a besoin de travailler, c'est ses relations. Il a peut-être, certainement des problèmes de relations. Alors ça peut être à titre personnel ou professionnel ou même au niveau, de ses voisins. Et donc il a peut-être envie de travailler, les relations. Et donc là, on peut justement lui proposer, de faire un travail sur la confiance, justement pour travailler ses relations personnelles ou professionnelles. Après, un entrepreneur, lui, sa dynamique, c'est peut-être de vouloir influencer son marché et de vendre plus. Parce que lui, il est pareil, il est un peu comme vous, à son compte, et puis il est là à se battre tous les jours, comme on dit, il chasse un lion tous les jours, et c'est pas toujours évident. Donc lui, il a besoin d'influencer son marché, et puis il a très peu de ressources pour ça. C'est un peu lui qui fait tout. Et donc pareil, de parler de confiance,
eh ben, ça va peut-être l'aider à mieux influencer son marché et de mieux vendre. Par contre, si on est devant un chef d'entreprise, ben lui, peut-être la thématique sera différente. Peut-être que lui, il sera plutôt orienté sur vouloir développer la performance de son entreprise, de ses équipes, et puis surtout d'être dans une dynamique de durabilité, que tout ça, ça tienne dans le temps, que ça soit pérenne. Et donc, pareil, eh ben, on peut aborder le thème de la confiance pour travailler aussi la question de la performance, de la gestion des équipes, parler justement de la performance collective et de parler effectivement de comment, à partir de cette confiance, aussi bien au sein de l'entreprise qu'envers le marché, on va créer, justement, on va rentrer dans une dynamique durable. Bon, et si on parle au RH? Donc les ressources humaines, peut-être qu'ils auront une dynamique où ils voudront plutôt parler de culture ou de climat organisationnel. Donc eux, ils sont plutôt orientés sur justement toute la dynamique liée eh ben, aux ressources humaines, donc à la gestion des personnes. Et donc, ben voilà, on va pouvoir parler de confiance quand on parle de culture, quand on parle de climat organisationnel, on va pouvoir parler de confiance. Et puis le PDG, lui, eh ben, il est peut-être plutôt orienté, lui, sur le retour sur investissement qu'il a au niveau de ses investissements, au niveau de sa société. Il a une vision plutôt globale du tout. Et donc, il est peut-être préoccupé par l'image que l'entreprise donne sur le marché ou l'image peut-être même au sein de la société, auprès des collaborateurs ou des fournisseurs. Donc cette image de marque qu'on a sur le marché, pareil, c'est peut-être quelque chose qui va le préoccuper. Donc, pareil, de parler de la confiance, ça peut faire sens pour lui. Donc, vous voyez, pour chaque type de client, en parlant de la confiance, on va avoir en fait un besoin différent et on peut avoir des arguments qui seront adaptés. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de penser qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle qui va marcher pour tout le monde ou pour toutes les situations. Il n'y a pas un seul message qui va marcher pour tout le monde. Ça dépend à qui on parle. Et votre PDG, votre directeur de ressources humaines, il peut être aussi un particulier. Et donc, il peut y avoir des dynamiques différentes. Je parle au PDG ou je parle au particulier? Ben, ça dépend. Et donc, justement, eh ben, il faut bien définir le contexte dans lequel on sera pour bien définir nos services et notre positionnement. Bon, une fois qu'on a identifié donc les besoins, eh ben, le prochain pas, c'est justement de penser que chaque besoin eh ben, aura un produit ou un service. Donc là, par exemple, j'ai listé ici six activités, 6 types de services que l'on peut promouvoir sur le marché de la gestion de la confiance. Et donc, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on peut offrir à nos 6 personnages qu'on vient de voir. Donc, par exemple, un particulier, lui, on va pouvoir lui faire une restitution de l'assessment, donc du test de la confiance. On va pouvoir lui offrir peut-être un accompagnement sur le thème de la confiance avec du coaching ou du mentoring, ou peut-être tout simplement lui offrir une formation sur le thème de la confiance et comment il peut améliorer ses relations à partir de la confiance. L'entrepreneur, pareil, même dynamique, mais peut-être plutôt au niveau de son entreprise, au niveau de son business. Après, quand on va parler justement à un business partner, à un consultant de RH, donc les consultants internes d'une entreprise RH, peut-être on va leur proposer en plus des ateliers. Donc des ateliers pratiques d'une journée, de 2 journées, où on va avoir une dynamique de groupe, où on va vraiment créer des exercices pratiques, où on va faire travailler les gens sur le thème de la confiance. Après, quand on va parler plutôt à un directeur de ressources humaines, donc qui chapeaute un peu toutes les ressources humaines et le développement humain dans l'entreprise, lui, on va peut-être lui proposer aussi de travailler sur des projets de transformation, sur des thèmes de culture, sur des thèmes de climat organisationnel ou sur des thèmes de diversité qui sont très à la mode, de la transformation digitale et tout ça. Le chef de l'entreprise, lui, par contre, lui, on va voir que il sera plutôt intéressé ou par de la formation, des ateliers ou des projets de transformation. Et puis, quand on parle au PDG, au CIO, là, ça sera plutôt des ateliers, des projets de transformation, parce que là, on parle de business, on parle de son entreprise, et donc on est beaucoup plus stratégique. Voilà, donc ça, c'est juste quelques exemples pour vous montrer qu'en fait,
pour chaque type de service, pour chaque type de client, ou chaque besoin, on va définir un type de service, un type de produit. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler sur la stratégie pour construire une carrière de succès à partir justement de ce positionnement. Et donc, je vous dis à très bientôt.